sommes en direct, mesdames et messieurs de MyTV Channel, et bienvenue à vous à la maison, à notre rendez-vous hebdomadaire de partage, d'échanges et des débats sur la vie de l'entreprise. Mesdames et messieurs, en espérant que vous avez passé une très belle semaine, notamment avec toutes les fêtes qui ont meublé la vie de notre pays, notamment la célébration de la fête du Ramadan, sans oublier la célébration de la fête des travailleurs. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons cet après-midi pour 90 minutes de débat, d'échange, de partage sur une nouvelle problématique liée à l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, cet après-midi, les rubriques habituelles de votre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs vous seront servies. Le débat, comme à l'accoutumée, avec un thème qui a été préalablement choisi, une vidéo de motivation, question de vous mettre en condition pour profiter de ces 90 minutes d'échange. Nos consultants habituels seront de la partie M. Guitala, fidèle au poste, sans oublier bien sûr Larissa Boyer et Kao. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir un invité de marque, un invité pas comme les autres, qui a fait le déplacement cet après-midi pour partager avec vous sa riche expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il est auteur, il est expert, il est surtout consultant dans les questions de management financier. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage très prisé en ce moment dans le domaine des finances, management financier. Il s'appelle Yves Alain Sequet. Il nous fait le plaisir d'être là cet après-midi avec nous pour cette nouvelle sortie du rendez-vous des entrepreneurs. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, on se retrouve juste après cette vidéo de motivation. Comme je le disais tout à l'heure, question de vous mettre en condition. C'est le rendez-vous des entrepreneurs. Soyez une fois de plus les bienvenus. Crise, panique, quelle est ton attitude? Comme Warren Buffett le dit si bien, lorsque la masse des gens sont gourmands, sois prudent. Et lorsqu'ils sont prudents, sois gourmand. Et toi, de quel côté es-tu? Lorsque les 97% des gens autour de toi paniquent, quelle est ton attitude? Si tu es un véritable leader, un vrai entrepreneur, alors c'est le moment de nous le montrer. Tu le sais, un jour ou l'autre, ton examen devait arriver. Quelles seront tes réponses? Vas-tu réussir ce test? Laisse-moi te rappeler tes leçons avant que tu commences. Lorsque la masse panique, lorsqu'ils ont peur et qu'ils perdent même leurs moyens, l'entrepreneur reste calme, il garde son sang-froid, il est au contrôle. Quand les 97% sont incapables de réfléchir et se laissent simplement diriger, l'entrepreneur agit comme un leader en mettant en place un plan d'action. En d'autres termes, es-tu un leader ou un suiveur? Les suiveurs s'éduquent par les télés, les médias et les journaux, alors que les leaders se nourrissent par les audios, les podcasts et les livres. Il y en a un qui dirige et l'autre qui se laisse diriger. Je te repose la question. Es-tu un leader ou un suiveur? Si l'on te disait qu'il te reste quelques mois à vivre, comment vas-tu vivre tes derniers instants? En te cachant, en te plaignant, en faisant la victime, ou en te battant, en fonçant et en donnant tout ce que tu as? Quelle est ton attitude? Tu dois être proactif. Je te dirais même, va à contre-courant. Quand les difficultés se présentent devant toi, ne te laisse pas abattre. Garde le focus, retrousse tes manches, travaille sur toi, développe-toi. Prends ce temps pour devenir la meilleure version de toi-même. Agis comme un combattant, comme un guerrier. Tu n'es pas un lâche. Même lorsqu'on te pousse à fermer ton commerce, tes sources de revenus se voient bloquées. Tu vois l'incertitude dans les yeux des gens qui t'entourent. Toi, leader, tu restes positif. Pense différemment. Oui, c'est ça un entrepreneur. Trouve les opportunités là où d'autres voient les problèmes. Va à l'attaque lorsque les autres se rétractent. Je te dirais simplement, profite des crises pour t'enrichir. Bienvenue dans le capitalisme. C'est le temps de nous montrer ton courage en allant à contre-courant. Sois prêt à te faire critiquer. Sois prêt à te tenir debout pour tes valeurs. Sois prêt à te battre jusqu'à ton dernier souffle. C'est de cette manière que tu en sortiras gagnant. Profite de ce moment d'isolement pour travailler sur toi, sur tes projets et pour prendre ton envol. Comprends bien que la seule chose qui ne perd pas de valeur durant les crises, c'est ton cerveau.
Alors comment vas-tu l'utiliser? Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour tester tes connaissances. Aujourd'hui, retour, mesdames et messieurs, sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour une nouvelle sortie hebdomadaire de cette émission spécialement dédiée à l'entrepreneuriat. Dans le temps d'émission, j'annonçais mes invités avec lesquels nous allons débattre pendant 90 minutes. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous parlons de comment bien gérer son entreprise. Comment bien gérer son entreprise? Il est important, mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison, porteurs de projets, déjà entrepreneurs, d'avoir les clés, d'avoir les outils, mais surtout d'avoir les méthodes, les stratégies pour pouvoir mener à bien votre projet entrepreneurial, pour pouvoir pérenniser votre entreprise dans le temps et dans l'espace. Après quelques années d'existence, nous avons parlé lors de la précédente émission de l'évaluation, il est question aussi, mesdames et messieurs, d'interroger votre management, de remettre en question votre façon de procéder, car à l'analyse, on a constaté que l'une des causes de l'échec des projets, l'une des raisons pour lesquelles les entreprises ferment boutique après quelques mois d'existence, c'est la question de la gestion. De quelle gestion il s'agit? De prime abord, on pensera à la gestion par exemple financière, à la gestion des ressources humaines, à la gestion de la comptabilité, à la gestion financière également de l'entreprise. Mais il y a également une dimension qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on parle de bien gérer son entreprise. C'est la dimension humaine même du porteur du projet. Est-ce que celui qui est à la tête de son entreprise a toutes les facultés, a toutes les dispositions pour pouvoir mener à bien son projet? Installez-vous bien à la maison, mesdames et messieurs. Voilà un peu ce qui va constituer la trame de nos échanges cet après-midi avec nos différents consultants, mais également notre invité qui est un expert en question de management en général, mais particulièrement des questions de management financier. Sans plus attendre, je vais me tourner vers notre consultant permanent qui est là tous les jeudis pour vous apporter toutes les clés qui vous aident pour mener à bien vos projets entrepreneuriaux. Il s'agit bien sûr de M. Guitala. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, M. Guitala. Merci, M. Chanson. On va passer la parole. Bonsoir à la maison, à tous les entrepreneurs qui nous suivent en direct. Nous sommes là encore ce soir, n'est-ce pas, à travers cette édition pour vous édifier sur notre thématique, n'est-ce pas, c'est de savoir comment mieux gérer son entreprise. C'est, n'est-ce pas, celle-ci aujourd'hui qui sera développée dans le cadre de notre émission. Nous demandons juste de bien vous installer en attendant, n'est-ce pas, que nous développons ce thème qui va aussi vous édifier et vous faire avancer, n'est-ce pas, dans votre projet d'entreprise. Lors de notre précédente émission, nous avons parlé de la question de l'évaluation, qui semblait-il a été une question très pertinente, qui a suscité beaucoup d'intérêt, notamment de la part de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la gestion en général de l'entreprise. Alors, Monsieur Guitala, l'opportunité de cette problématique, est-ce qu'il est véritablement impérieux? Est-ce que la gestion de l'entreprise, quels sont les préalables avant d'entrer dans les détails de nos échanges? Ok, je vous remercie. Déjà, je dis aux entrepreneurs, n'est-ce pas, comme je le fais chaque jeudi, n'est-ce pas, à travers ce thème, n'est-ce pas, qui a été choisi par nous-mêmes et qui a été mûri également par nous, que la question de la gestion de son entreprise est une question, n'est-ce pas, très pertinente de nos jours, parce que beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles sont créées, elles se limitent seulement au fait, n'est-ce pas, de présenter ou bien de vendre le produit, n'est-ce pas, qui est l'objet, n'est-ce pas, de l'objet principal de leur entreprise, et du coup, ils n'essayent pas, n'est-ce pas, de gérer autre chose, ils n'essayent pas, n'est-ce pas, de guetter aussi à côté pour voir est-ce que tous les rouages, n'est-ce pas, du management de la structure, n'est-ce pas, est utilisé comme il le faut. Par exemple, il y a les ressources humaines. Le but n'est pas de créer l'entreprise, de proposer les produits. Les personnes aussi qui doivent nous aider à commercialiser nos produits, n'est-ce pas, à faire notre publicité et tout le reste, doivent aussi être bien choisis. On a également la question. Plus en détail tout au long de l'émission, on plantait juste le décor et c'est l'occasion pour moi de présenter notre invité du jour.
Il y a tellement de choses à savoir sur lui, mais je vais juste me limiter à le présenter comme un conseiller financier, car il a plusieurs cordes à son arc et il nous a fait l'amabilité d'être là cet après-midi. Il s'appelle Yves Alain Sequet. Il est auteur, il est expert en management financier, diplômé en monnaie, banque et finance. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Je suis ravi d'être là, hein, donc je suppose que je serai mitraillé de questions, mais bon, je suis là pour édifier les téléspectateurs et tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Tous ceux qui sont intéressés par la gestion et le développement d'une entreprise et surtout à la pérennité d'une entreprise. Voilà, monsieur Yves Alain Sequet, il est important de revenir sur votre présentation. Tout à l'heure, on vous présentait comme un conseiller financier. Alors, c'est quoi un conseiller financier? C'est quoi un expert en management financier? Les téléspectateurs sont friands des titres. Hein. Ils aiment bien savoir quelles sont les significations des titres que nous collons à nos différents invités. Je ne vous cache pas qu'effectivement, à mes débuts, j'étais un peu modeste. Oui. Mais effectivement, l'environnement ou l'écosystème entrepreneurial camerounais a parfois besoin de ça pour se rassurer sur la crédibilité. Se rassurer sur le facteur compétence aussi. Donc je suis Yves Alain Sequet, je suis consultant expert en management financier. Alors parallèlement, je suis dans plusieurs programmes, notamment le programme avec le PNUD qui accompagne plein d'entrepreneurs. Je suis chef de pôle recherche, financement et partenariat. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis aussi écrivain et auteur. Je crois que mon premier livre, j'étais étudiant, je devais faire niveau 2 ou niveau 1. Parallèlement aussi, je suis... franchement, je suis beaucoup de... Comment citer Maintenant, je suis aussi consultant externe pour le Commonwealth. Et en ce moment, vous préparez une formation. Il y a un événement qui... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cabinet a déjà des formations. Oui, il faut rappeler que vous êtes le promoteur du cabinet CFP, Conseil Finance Personnel. Oui. Donc actuellement, j'ai une formation à venir en juin. On en reparlera voilà, donc, tout au long de l'émission. Pour expliquer, parce que c'était de ça dont il était Absolument. question, sur qu'est-ce qu'un consultant en management financier. Vous savez, au pays, parce que je vais essayer de simplifier. Oui, il faut rester au pays. Voilà, au pays, quand on parle de finance, on ne voyait que le comptable. Vous voyez, on sait que dès qu'il faut traiter la finance ou la gestion financière, c'est le comptable. Et parfois, on oublie le financier. Donc, communément, je suis financier. Ça veut dire que je traite de la gestion financière dans une approche plus financière que comptable. Donc, c'est moi qui vais venir m'intéresser à la structure. D'aucuns m'appellent l'architecte des systèmes. S'il faut faire une métaphore, quand vous construisez une maison, si la fondation n'est pas bonne, franchement, vous aurez beau mettre les décorations, toutes les finitions, voilà, ça va s'écrouler. Donc, je suis vraiment celui qui s'intéresse au squelette et à l'ossature. Et s'il y en a parmi les téléspectateurs qui ne savaient pas, on construit d'abord un système financier avant d'intégrer un comptable qui lui va traiter les outils de gestion. En phase opérationnelle. Voilà, donc si le système n'est pas bon, les outils en place peuvent être bons comme ils veulent, ça on va nulle part. Très bien, je vais vous garder la parole. Aujourd'hui, on parle de comment bien gérer son entreprise. C'est l'un des axes majeurs de la formation que vous préparez en juin. C'est une formation créer, développer et pérenniser son entreprise. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de parler de comment bien gérer son entreprise. Déjà, que vous inspire cette problématique sans véritablement rentrer dans les détails? Que m'inspire cette problématique? Je pense que je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. L'écosystème actuel économique au Cameroun est vraiment pollué par cet engouement à l'entrepreneuriat. Donc, on n'a pas fait exprès, on va dire ça comme ça. Je crois que les conditions sont un peu difficiles. Il y a plein de jeunes diplômés qui sortent des écoles. Ils n'arrivent pas à trouver du boulot et tu ne peux pas rester à la maison sans rien faire. Donc, je pense que c'est un peu de ça que tout ça a pu naître. Et moi, si quelqu'un arrive par exemple au cabinet, il faut comprendre qu'il faut déjà savoir à quel moment de la démarche. Il y a ceux qui se situent encore à la création. À l'idée de projet. À l'idée de projet. Il y a d'autres qui sont même déjà sur le terrain mais qui rencontrent des difficultés. Donc d'emblée comme ça m'évoque quoi? Ça m'évoque à quel moment de la démarche, à quel moment vous vous situez actuellement dans votre projet en entrepreneuriat.
Merci à vous, cher monsieur, et je vous invite, vous à la maison, à bien vous installer. Vous connaissez le principe, l'émission, elle est interactive. Le thème va s'afficher au bas de l'écran et bien sûr, le contact qui va avec. Et à travers ce contact, vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, à la maison, de participer à l'émission, soit en posant une question à l'un de nos panélistes, ou alors en proposant vos participations sur la question qui est mise en débat cet après-midi. Je rappelle, pas d'appel, juste un SMS ou un message WhatsApp. Je rappelle, cet après-midi, mesdames et messieurs, nous parlons de comment bien gérer son entreprise pour la pérenniser dans le temps et dans l'espace. Quels sont les outils, quelles sont les clés, quels sont les process qu'il faut mobiliser pour que votre entreprise ne disparaisse pas après 1 ou 2 ans. Et cet après-midi, vous avez la chance d'avoir 2 experts en question de management, en question de finance, en question d'audit, en question de comptabilité, qui vont vous aider à maintenir votre business en vie et pourquoi pas à faire que ce business ne s'éteigne jamais. Nous allons prendre la première contribution à la problématique, et cette contribution nous vient de France. C'est celle qui nous est proposée par notre experte qui n'est pas encore de retour en plateau, mais qui à travers la magie de la technologie nous a fait parvenir sa contribution. Comment bien gérer son entreprise? Voici pour vous, mesdames et messieurs, l'avis de Larissa Boaekao. On se retrouve juste derrière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable fête du 1er mai et aussi une bonne fête du Ramadan. Je tiens déjà à vous dire merci pour les messages que vous nous envoyez. Cela nous touche beaucoup et nous permet de garder le cap dans ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied pour les jeunes entrepreneurs camerounais qui, dans leur quotidien, font face à de nombreuses difficultés, non seulement des difficultés financières et des difficultés personnelles. Et nous nous sommes dit que nous devions vous aider parce que nous avons déjà suffisamment d'expérience, nous avons déjà un parcours. Nous devons vous aider dans vos différentes structures afin de pouvoir éviter les erreurs que nous avons eu à faire, afin de pouvoir aller plus loin que nous, si possible, et de vous donner au maximum les compétences, au maximum les astuces dont vous avez besoin pour pouvoir diriger au mieux votre entreprise. Vous êtes sur le programme Le Rendez-vous des entrepreneurs qui passe tous les jeudis sur MyTV Channel à partir de 17h. Donc, abonnez-vous sur les pages Larissa Boaekao, sur Facebook, YouTube, écrivez-nous et nous serons ravis de pouvoir répondre à vos différentes préoccupations. Le thème d'aujourd'hui porte sur comment gérer son entreprise. Moi, j'ai coupé en 3 étapes parce que au-delà de l'entreprise, il y a déjà, j'ai subdivisé en 3 parties. Il y a l'entreprise et l'entrepreneur, donc sa vie privée. Il y a l'entreprise et elle-même dans sa gestion quotidienne. Et puis, il y a l'entreprise et son environnement. Donc, la gestion de l'entreprise pour l'entrepreneur va toucher ces 3 domaines-là. Déjà, l'entrepreneur dans son espace privé, l'entrepreneur avec la gestion au quotidien autant pour moi de son entreprise, et l'entreprise avec son environnement, c'est-à-dire son domaine concurrentiel, c'est-à-dire l'entreprise avec l'État et l'entreprise avec ses différents clients et fournisseurs qui, par conséquent, peut également se retrouver dans l'entreprise au quotidien. Donc, premièrement, le premier conseil que je vais donner aux jeunes entrepreneurs, ce serait prendre soin de sa santé mentale et physique. Il est important pour l'entrepreneur de prendre soin de lui parce que sans lui, son idée de projet n'ira pas plus loin. Donc, ne pas avoir une bonne nutrition, bien manger, bien s'alimenter, faire de l'exercice physique tout le temps. Bon, ça va dépendre de chacun tout le temps. Pourquoi? Parce que le sport permet au cerveau de s'oxygéner, c'est-à-dire de réfléchir mieux et de pouvoir anticiper
les différents problèmes, la santé mentale, le surmenage, le burn-out. Nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui, à force de travailler sans pouvoir s'arrêter, sont confrontés à ce problème de burn-out. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à rien faire, on est tellement fatigué physiquement, émotionnellement et psychiquement que l'on se trouve bloqué. Même réfléchir sur une solution basique, on est tellement bloqué et après le burn-out, on passe à la dépression. Donc le jeune entrepreneur, premier conseil pour la bonne gestion de votre entreprise, prenez soin de vous. Parce que personne ne pourra prendre soin de vous aussi bien que vous. Prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour avoir une source qui vous remotive, qui vous redynamise, que lorsque vous êtes empêtré, lorsque vous avez des problèmes que vous pensez insurmontables, que vous ayez une personne, que vous ayez une activité ou un moment pour vous, où vous puissiez vous ressourcer, vous puissiez remplir de l'énergie positive sur cette énergie négative-là que vous avez déjà. Moi, particulièrement, j'aime cuisiner. Donc, lorsque ça ne va pas, je cuisine. Sûrement, je vais prendre des jours. Mais n'empêche que ça va me faire beaucoup de bien et ça va me permettre de déstresser. D'autres, par contre, adorent faire du sport. Si c'est le sport que vous aimez, prenez un moment pour vous, faites du sport. D'autres vont se dire un bon verre de vin. Mais je ne conseille pas le verre de vin parce qu'à force de toujours ajouter des verres de vin, on finit par tomber malade. D'autres diront une bonne petite danse, aller avec des amis, danser aussi. D'autres vont, par exemple, dire aller voir des parents, aller voir maman. Trouvez un moyen qui vous permet de déstresser. Vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune. Votre projet également est jeune. Sans vous, il n'ira pas bien loin. Donc, prenez soin de vous. Vous pouvez consulter des psychologues. Je crois qu'il y en a déjà. Vous pouvez consulter des psychologues. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous contacter et nous vous communiquerons le numéro des psychologues qui travaillent avec nous, qui pourront vous assister dans cette différente période que vous passez. Et le deuxième conseil que je vais donner à l'entrepreneur jeune, ce serait de séparer la vie familiale, la vie privée et la vie professionnelle. Dans tout, il est difficile vraiment de le faire, mais il faut au maximum essayer de séparer sa vie professionnelle et sa vie privée. Avoir un compte privé, avoir un compte d'entreprise. Ne pas mélanger le compte privé et le compte d'entreprise parce que vous ne pourriez pas suivre de façon fiable les dépenses exactes qui sont liées à votre entreprise et vos dépenses personnelles. Par exemple, si on prend le cas du téléphone, même si vous chargez votre téléphone à forte fréquence, vous mettez 10 000. Est-ce que les 10 000 là que vous mettez, c'est pour appeler papa, maman, des amis, ou c'est pour appeler des collègues de travail, ou c'est pour appeler des partenaires, ou c'est pour négocier des contrats? Donc, même déjà dans le téléphone, même avoir votre téléphone privé à côté et avoir votre téléphone de travail là, ça vous permettra de pouvoir dire de manière sûre quels sont les frais qui sont assignés effectivement pour votre entreprise et quelles sont ces dépenses-là que vous faites pour vous-même. Donc, essayez déjà de différencier vie privée et vie professionnelle. Cela, pour la jeune entreprise, est très importante. Donc, le troisième conseil que je donnerais aux jeunes entrepreneurs, c'est de payer les impôts. Essayez toujours d'avoir une bonne relation avec l'État. Essayez au maximum de payer vos impôts, de déclarer ce que vous gagnez et vous pourrez avoir un partenaire de choix. Parce que ce qui est sûr, vous vivez dans un environnement où sans l'État, vous ne pourrez pas aller bien loin. Si vous décidez de faire une expansion à l'étranger et tout, il n'y a que l'État qui pourra bien vous accompagner. Et donc, si au départ, avec l'État, vous n'avez pas bien payé vos impôts et tout, vous avez essayé de frauder et à un moment, vous essayez donc d'expandre votre entreprise et que vous décidez de l'externaliser à l'extérieur, que ce soit en Europe ou dans un autre pays d'Afrique,
à ce moment-là, vous devriez présenter tous les documents qui attesteront que vous ne devez rien à l'État. Donc, ne pas faire le malin parce que après vous serez rattrapé par les erreurs que vous avez essayé de fuir dans le passé. Le quatrième conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer. Forcément, si vous avez décidé de mettre votre entreprise sur pied, vous devez avoir des employés et ces employés-là doivent être bien formés. Et donc, même si au départ, compte tenu de la contrainte au coût, vous ne pourrez peut-être pas embaucher quelqu'un de hautement qualifié parce que vous ne pourrez pas le payer, vous serez obligé d'embaucher quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences que vous recherchez, mais qui, selon vous, pourrait tenir les tâches auxquelles vous lui aurez assigné. Donc, essayez au maximum de former vos employés pour qu'ils deviennent aussi comme vous, des pieds, des bras qui pourront porter votre entreprise vers le haut. Et surtout, ne pas négliger. Le conseil également que je lui ajouterais, c'est de travailler avec son air, travailler avec son environnement. Nous sommes déjà à l'ère des technologies. Nous ne pouvons pas nous passer des technologies. Comment est-ce que ces différentes technologies-là, Facebook, Twitter, Instagram, comment est-ce que ces différentes technologies, ces différentes applications pourraient servir mon entreprise? Comment est-ce que si j'associe cette technologie à mon activité, est-ce que je pourrais augmenter ma visibilité? Est-ce que je pourrais augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce que je pourrais faire passer mon entreprise d'une étape A à une étape B? Donc, essayez de travailler avec les technologies qui se trouvent dans votre environnement. Également, contrôler les coûts. Je suis une jeune entreprise. Le coût, la notion de coût est quelque chose de très important pour moi. Je ne peux pas me permettre de dépenser 1 million alors que ma ressource n'est que de 100 000. Je ne peux pas me permettre de dépenser ou d'avoir une ressource ou d'avoir un marché supérieur à l'offre que je pourrais donner. Donc, essayez au maximum d'équilibrer vos coûts, d'équilibrer votre croissance. Parce que si vous croissez trop vite, ça veut dire que des coûts supérieurs à ce que vous gagnez, vous ne pourrez pas tenir votre niveau de croissance. Et de même, si vous grandissez de façon très lente, vous ne pourriez pas vivre suffisamment longtemps pour pouvoir tenir. Donc, essayez toujours de trouver un équilibre entre le coût et votre croissance. Je pense qu'également, ne grandissez pas trop vite. Et aussi, ne grandissez pas trop lentement, trouvez le juste milieu pour pouvoir ajuster vos coûts et l'évolution de votre entreprise. Je lui donnerai... De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était la contribution de notre experte Larissa Boyekao. Je rappelle, elle est experte en question d'entreprise, en management d'entreprise, et elle vous donnait à l'instant sa participation sur le thème que nous avons choisi de partager avec vous cet après-midi. Je rappelle, cet après-midi, nous parlons de comment bien gérer son entreprise. Comment bien gérer son entreprise. Je vous en prie à la maison, l'émission est interactive certes, mais pas d'appel, juste des SMS ou alors au WhatsApp. Vous écoutez attentivement les interventions de nos différents panélistes. Vous avez une question qui vous vient à l'esprit, vous nous envoyez simplement un SMS ou alors un message à travers WhatsApp. Vous voulez contribuer à la thématique, au débat, vous faites pareil, mais surtout pas d'appel. Je rappelle, nous parlons de comment bien gérer son entreprise. Et je vais me tourner directement vers M. Guitala. Alors, M. Guitala, nous avons écouté attentivement Larissa tout à l'heure. Et dans sa prise de parole, il nous a semblé qu'elle a mis un accent sur l'entrepreneur proprement dit, celui-là qui porte le projet. On est tous d'accord que la réussite d'une entreprise est liée à un ensemble d'éléments.
Mais la base d'une entreprise, c'est celui-là même qui porte l'entreprise. Si le porteur de projet lui-même ne mobilise pas un ensemble d'éléments, est-ce que l'entreprise pourra fonctionner, M. Guitala? Ok, je vous remercie, n'est-ce pas, Larissa a essayé de soulever, n'est-ce pas, ces problématiques liées à l'entrepreneur lui-même. Donc, l'entrepreneur ou encore le gérant d'une structure, le directeur général qu'on appelle partout d'ailleurs, doit être capable lui-même, n'est-ce pas, de mettre sur pied, n'est-ce pas, certains outils, n'est-ce pas, de pilotage nécessaires à atteindre les objectifs fixés. C'est-à-dire, il faut d'abord, avant toute chose, que lui-même, il se rassure qu'il est apte. C'est-à-dire qu'il est apte, n'est-ce pas, à pouvoir gérer sa structure. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle là dehors les délégations, n'est-ce pas, de pouvoir à un moment donné, il y a des gens qui sont là, vu qu'ils n'ont pas de connaissances appropriées, d'expérience appropriée dans le domaine du management, ils délèguent le pouvoir, n'est-ce pas, à une personne qui les assiste et qui répond à toutes les questions qui, n'est-ce pas, les concernent en premier ressort. Donc le gérant lui-même doit être capable, n'est-ce pas, de mettre sur pied, n'est-ce pas, tous les, n'est-ce pas, les outils ainsi que les éléments qui pourront, n'est-ce pas, l'aider à propulser sa structure. Donc, pour ma part également, pour mieux gérer l'entreprise en même temps, il faut aussi tenir compte de plusieurs autres éléments. Parce que quand on parle de gestion d'entreprise, c'est un peu vague. L'entreprise aussi a beaucoup de services, n'est-ce pas? Si nous nous abstenons un peu à une structure de taille moyenne ou n'est-ce pas, à une grande entreprise, nous avons, n'est-ce pas, un service comptable. Nous allons revenir sur ces autres services-là. Restons d'abord sur la question du chef d'entreprise lui-même. Monsieur Yves-Alain Sequet, dans une société où les individus sont portés sur leur personnalité, leur titre, alors celui-là qui crée l'entreprise, tout le monde va être CEO, PDG. Monsieur Guitala parlait de la délégation de compétences. Quel est votre avis sur la question? Quelle est la place du porteur de projet dans la réussite de l'entreprise? Avant d'entrer dans les débats en fond, le porteur de projet lui-même d'abord. C'est délicat de répondre à une telle question. Vous savez, ce n'est pas seulement la place du porteur de projet, c'est aussi la place du porteur de projet, de son environnement familial, amical même parfois, et l'environnement économique et l'écosystème entrepreneurial. Donc c'est pas qu'une seule variable, c'est pas qu'un seul plan ou qu'une seule entité, on va dire ça comme ça. Mais si on se concentre uniquement sur le porteur de projet, effectivement, il doit développer des caractères de discipline, de persévérance, de résilience, vraiment des caractères qui sont très indispensables pour, on va dire quoi, tomber et se relever, comme on dit communément, pour vaincre l'adversité, parce que ça ne sera du tout pas facile. Facile du tout. Donc, le porteur de projet, c'est tout. Parfois, même quand vous sollicitez un financement, vous pouvez avoir apporté toutes les garanties, avoir respecté toutes les conditions d'éligibilité, mais c'est la non-confiance qu'on apporte au porteur du projet qui vient saboter toute la pertinence du projet, qui vient saboter tout le potentiel de l'idée du projet, parce qu'on se rend compte que le porteur de projet n'a pas les épaules ou bien n'aura pas les épaules nécessaires pour supporter tout ce qui va venir comme entrave ou obstacle. Je préfère toujours, c'est peut-être bizarre, mais moi je préfère toujours avoir l'approche par la négative, parce que... C'est-à-dire, moi, que ce soit dans mon cabinet, que ce soit les personnes que j'ai pu accompagner, j'apporte plus de résultats à me concentrer sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Alors, pour sortir de la question, M. Guitala a parlé tout à l'heure de ces personnes qui pardon, ont des projets, mais qui n'ont pas les compétences, par exemple. On peut avoir du financement, on peut avoir beaucoup d'argent, mais on n'a aucune connaissance, aucune notion en matière de management financier, par exemple. Alors, vous, en tant qu'expert, vous êtes contacté par quelqu'un comme ça, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour aider celui-là qui n'a pas les compétences? Okay. Alors déjà, ce qu'il faut savoir de façon, au niveau du cabinet, c'est peut-être même déjà trop technique. Ouais. De façon générale, je pense que ce serait judicieux d'évoquer, moi, ce que j'appelle les 3 erreurs à éviter. À éviter. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou bien quand on est même déjà dans la première année. Hein.
Donc, et la toute première erreur à éviter, c'est de ne même pas connaître ni comprendre dans quel type de business on se retrouve. Et moi, au cabinet, on en distingue deux catégories. Ce que j'ai appelé des business à liquidité directe et des business à liquidité indirecte. Qu'est-ce que j'entends par liquidité directe? C'est celle qui va générer de la trésorerie très vite. Très vite. L'argent, parlons terre à terre. Oui, trésorerie, l'argent, le cash, direct. Voilà. Vraiment direct. Comme exemple, vous tenez un call box qui est sûr dans la journée, il y aura quelqu'un qui va appeler et vous aurez l'argent en main cash. Alors il faut préciser, ce n'est pas parce que vous avez l'argent en main que vous êtes en train de gagner. C'est pour ça que peut-être le mot trésorerie est sorti. C'est pas parce que l'argent circule qu'on est en train de gagner. On est en train de gagner. Voilà. Maintenant, les business à liquidité indirecte, c'est des business qui vont mettre beaucoup plus de temps avant de générer de l'argent. De l'argent. Et c'est beaucoup plus tout ce qui est agriculture. Oui. Donc, ça veut dire que l'élevage. Voilà, l'élevage. Donc, je crois que le poulet arrive à maturité à 2 mois. Donc, 2 mois. Le temps que les 2 mois là arrivent, il faut tenir. Il faut tenir. Et quand finalement tu finis par vendre ce poulet, tu n'es même pas toujours sûr que tu vas rentrer dans tes frais. Donc, déjà identifier dans quel type de business on se situe, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça doit aller en adéquation avec nos possibilités. Et l'état d'esprit aussi. Environnemental, effectivement, et l'état d'esprit. Il y a des gens qui vont se sentir plus à l'aise dans des business à liquidité. Tu donnes l'argent rapidement. Voilà, et d'autres qui vont se sentir plus à l'aise dans des business à long terme. Voilà, indirect. Alors non, vraiment indirect. Indirect. Autre chose, ok. Voilà. Maintenant, deuxième erreur à éviter, c'est vraiment la mauvaise planification. Peut-être j'aurais même dû commencer par là. La planification est importante. Parfois, je le dis en cabinet, et je pense que je vais aussi le dire ici. Vraiment, cessez de m'appeler quand le capital ou le financement est fini. Et moi, je viens combler les murs, on essaie les lacunes. Voilà, les lacunes. C'est beaucoup plus dur. Donc, c'est au moment de lancer qu'on a encore l'argent qu'il faut se diriger vers un professionnel. Qu'on appelle le consultant. Voilà, la planification est plus aisée. Et je crois que même les consultants les plus aguerris qui vont m'écouter savent que c'est plus aisé et plus efficace de traiter les causes que les conséquences. Absolument. Merci, monsieur Yves Alain, c'est que je rappelle. Oui. Troisième. Vite fait, ok. Vite fait. Parce que c'est 3. 203, ça ne sert à rien. Ouais. Ne pas être orienté performance, pour moi, ça ne sert même à rien d'ouvrir l'entreprise. Donc, c'est la troisième erreur à éviter. Ouvrir l'entreprise juste pour les beaux yeux ou les titres, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Il faut trouver le moyen d'être performant, d'être orienté. Donc, même si ce n'est pas vous qu'on appelle PDG, voilà. Ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel est que la fête fasse son ce que je fais là, c'est pour gagner? Est-ce que je suis en train de gagner? Voilà. C'est très important. Très bien. Monsieur Guitala, nous allons donc prendre le premier axe de réflexion de notre problématique. Vous l'évoquiez tantôt, la question de la gestion comptable, la comptabilité. Alors, si on parlait donc de la gestion de la comptabilité, qui est votre domaine de prédilection, alors, que faut-il faire pour bien gérer son entreprise si l'on prend le pan de la comptabilité, monsieur Guitala? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise évolue, n'est-ce pas, en cherchant toutefois à maîtriser ses chiffres. Et aussi, lorsque ces chiffres sont mal maîtrisés ou ne sont même pas connus de manière exacte, n'est-ce pas, plusieurs décisions seront prises, n'est-ce pas, à l'inverse. Juste pour dire que lorsque vous avez une structure, peu importe, même si c'est une très petite entreprise, pensez toujours à mettre sur pied un état de suivi de vos recettes et de vos dépenses. Quand vous allez en librairie, il y a facilement des canettes des recettes, dépenses là qu'on vend déjà en autocollant, déjà qui peut vous aider avec la technique de remplissage, n'est-ce pas, journalier. Vous pouvez utiliser ça. Même si vous faites votre petit coboc, vous pouvez aussi essayer d'utiliser pour vous rassurer qu'aujourd'hui, j'ai encaissé tel montant, j'ai dépensé telle somme, de telle sorte que à la fin d'un mois, ayant enregistré vos opérations au jour le jour, vous puissiez aussi connaître, n'est-ce pas, l'ensemble de vos entrées en trésorerie, c'est-à-dire la somme d'entrée que vous avez perçue tout le long du mois, n'est-ce pas, et aussi la somme que vous avez dépensée. Maintenant, pour les petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas, qui la plupart du temps sont astreintes à une comptabilité formelle ou une mini-comptabilité à travers un système comptable qu'on appelle généralement le système minimal de trésorerie, n'est-ce pas. Les entrepreneurs, n'est-ce pas, peuvent également, qui sont des PME, peuvent également essayer, n'est-ce pas, de mettre sur pied ce type de comptabilité-là, c'est-à-dire il y a un état de recettes et un état de dépenses. Sauf qu'ici, parmi l'état de dépenses, on prend la peine de bien détailler les postes de dépenses. Peut-être le loyer, peut-être les achats, peut-être l'énergie, peut-être l'eau, ou un peu. Donc du coup, ça fait en sorte qu'à un moment donné,
vous pouvez maîtriser votre consommation en eau, en électricité, en faisant des études comparatives. Parce que pour mieux gérer son entreprise, il faut toujours faire des études comparatives. Le mois dernier, n'est-ce pas, pour beaucoup plus de dépenses variables, il y a eu une dépense d'énergie de tel montant. Ce mois-ci, il y a eu ce mois, est-ce à tel montant? Est-ce normal? Il y a une progression ou une baisse. S'il y a une augmentation sur une dépense supplémentaire, il faut essayer de chercher la cause, n'est-ce pas? Et essayer de voir comment ajuster au cours du troisième mois. Ouais, c'est autant de choses. Maintenant, sur le plan comptable toujours, si vous êtes, n'est-ce pas, une grande entreprise, déjà, vous voyez un peu, où vous avez forcément, obligatoirement, la loi l'impose, n'est-ce pas, un comptable sur place ou un service comptable bien organisé, vous voyez, vous essayez à travers les chiffres, n'est-ce qu'ils vous produiront aussi, n'est-ce pas, de faire des analyses. Quand je parle des analyses, beaucoup plus des analyses comparatives, parce que lorsqu'on veut aller loin, n'est-ce pas, il faut toujours regarder le passé. Quand je parle de passé ici, vous pouvez chaque trimestre établir ce qu'on appelle les états financiers, c'est-à-dire votre compte d'exploitation de résultats, n'est-ce pas, afin de voir à quel niveau vous vous trouvez déjà en matière de rentabilité et comparer peut-être à l'objectif. Vous pouvez scinder l'objectif annuel, n'est-ce pas, en aussi trimestriel. C'est-à-dire si vous avez peut-être prévu, n'est-ce pas, d'atteindre un stade de 50 millions à clôture de l'exercice, vous pouvez diviser ça par 4, ça revient à 12 500 000 par trimestre. Et à l'issue de chaque trimestre, il y a un service comptable sur pied et qui fonctionne normalement et qui enregistre vos opérations comptables, n'est-ce pas, au jour le jour. Vous pouvez facilement, à travers le compte de ça qui vont vous produire, n'est-ce pas, comparer, n'est-ce pas, le résultat à atteindre quel objectif avec le résultat qui a été atteint. Ouais, c'est aussi bien. En même temps aussi, vous devez également aussi, en tant que grande entreprise, n'est-ce pas, vous rassurer que dans votre structure, il y a aussi le contrôle. Vous voyez, le but n'est pas de mettre sur pied un service comptable. Il faut aussi vérifier est-ce que ce service comptable fonctionne. Parce qu'on peut mettre sur pied un service comptable qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, il faut mettre ce qu'on appelle le contrôle interne. Ouais, un peu. C'est-à-dire c'est juste un système ou mettre sur pied sur des procédures, n'est-ce pas, que dans la structure, n'est-ce pas, les comptables, les ouvriers comptables doivent observer afin que les études comptables présentent une exactitude indéniable, n'est-ce pas, par nos partenaires. Parce que lorsque vous avez besoin d'un crédit bancaire, par exemple, ils demanderont vos états financiers. D'autres vont souvent jusqu'à demander qu'un commissaire compte, n'est-ce pas, les certifie, vous voyez. Le commissaire compte de par la déontologie, n'est-ce pas, qui encadre sa profession. Ça a obligé, n'est-ce pas, de produire un rapport, n'est-ce pas, qui donne l'exactitude. Donc, ils ne vont pas toujours vous couvrir. Vous voyez, donc c'est très important. Donc, ça, c'est pour le volet comptable, monsieur Answa. Merci, M. Guitala. Vous êtes très nombreux déjà à la maison à vous manifester à travers les SMS. Je rappelle, cet après-midi, nous parlons de comment bien gérer son entreprise. Posez-nous toutes vos questions, vos préoccupations, vos suggestions. L'émission est interactive. Alors, monsieur Alain Seke, vous qui êtes un chef d'entreprise au quotidien, vous gérez votre entreprise. Vous venez d'écouter les explications de notre expert comptable, monsieur Guitala. Comment est-ce que vous gérez votre entreprise sur le plan comptable? Est-ce que vous suivez le process tel qu'indiqué par monsieur Guitala ou alors vous avez d'autres méthodes que vous utilisez et que vous voulez peut-être partager avec le futur entrepreneur qui nous regarde à l'instant ou alors le chef d'entreprise qui nous regarde? Alors c'est vrai que je voulais justement apporter ma pierre à l'édifice. Pourquoi effectivement ça c'était un traitement purement comptable. Donc vraiment, ouais. Je sais qu'il a dû lâcher beaucoup en chemin. Si on n'est pas comptable, on a du mal à comprendre. Alors moi à mon niveau, que ce soit en cabinet, que ce soit à mes clients, surtout les MPME, on va les micros ou les petites entreprises, je parle souvent d'outils de base. Alors parmi les outils de base, il y a le budget ou la budgétisation, il y a la trésorerie, donc tout ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qui va recenser effectivement tout ce qui est encaissement et décaissement. On peut la tenir sur la semaine, sur le mois. Sur le mois. Bon, selon la disposition de chacun. Si tu veux suivre au quotidien, vraiment, ça t'engage. Voilà. Lui, il a parlé de trimestre. Voilà, donc ça dépend de la disponibilité. Et de la taille aussi de l'entreprise. De la taille de l'entreprise, de plein de choses. Alors, mais ce que je voulais ponctuer ici, c'est quoi? C'est que moi, par exemple, dans un traitement financier, ce que les gens doivent comprendre, je vais peut-être essayer de dire ce qu'ils disaient autrement, avec une approche financière, purement financière, c'est qu'il faut mettre en place des outils de gestion. Et ces outils de gestion, tout ce qu'il a cité sont subdivisés en deux catégories. Il y a des outils de prévision et il y a des outils de contrôle. Alors, si on prend seulement
le tableau budget, seulement ce tableau peut être à la fois un tableau de prévision et un tableau de contrôle. Je m'explique. Dès le moment où vous mettez un budget prévisionnel, donc un budget anticipé, je prévois acheter le pain de 100 francs, je mets 100 francs, c'est la partie prévisionnelle. Maintenant, je l'ai effectivement acheté à combien? Peut-être je l'ai effectivement acheté à 150 francs. Là, c'est la partie réelle. Donc, sur un même tableau, vous voyez, on a des éléments de la prévision, on a des éléments de contrôle. Maintenant, ce qu'il a parlé d'analyse, avant d'analyser, il faut identifier ce qu'on appelle les écarts. Donc, ça veut dire que quand tu confrontes maintenant ce que tu avais prévu et ce que tu as effectivement acheté, tu vas ressortir l'écart qui peut être positif ou négatif. Alors, il a dit quelque chose de très pertinent. À quoi ça va nous servir? On analyse les écarts pour pouvoir prendre les mesures correctives. Je prends une entreprise, je pense qu'aujourd'hui, on a des difficultés avec la farine, je crois, de blé. Et puis un entrepreneur, voilà, il décide de se lancer dans la farine de patates douces, on va dire ainsi. Et sur une évaluation ou sur un regard, une observation de 3 mois, sur ce tableau budgétaire, il a peut-être évalué l'achat de sa farine de patates, on va dire quoi, à 1000 francs en janvier. Sauf qu'il achète réellement en février à 2000 et en mars, ça repasse à 500 francs. En avril, ça remonte à 800. Analyser les écarts va me permettre à moi d'identifier la période, par exemple, où la farine me coûte la moins cher. Et je vais capitaliser sur ce mois pour éventuellement augmenter la rentabilité parce que j'aurais diminué des dépenses ou plus encore. Donc, c'était très important pour moi d'ajouter un plus à cet élément-là. Et vraiment pour les nouvelles entreprises qui n'ont pas plus de 3 ans, la taille est petite, ne vous compliquez pas la tâche. Chacun tient sa comptabilité, mais comme je disais, il y a des outils de base. Si tu as déjà un registre, comme je disais tout à l'heure, où tu enregistres tes entrées et tes sorties, même le 100 francs que tu donnes aux cousins, ça doit apparaître là-bas dedans. Voilà. Et puis après, on va essayer d'analyser les écarts, mais pour l'instant, note. Mais ce que je vais encore peut-être ajouter, c'est que enregistrer pour enregistrer est vide de sens si effectivement vous n'analysez pas des écarts pour pouvoir corriger les erreurs ou améliorer la gestion. Voilà ce que je peux ajouter. Je peux dire beaucoup d'autres choses. Merci, monsieur Alain Sequet. Je rappelle, je ne le dirai pas assez, envoyez-nous vos messages, envoyez vos contributions. Le débat est très alléchant. Monsieur Guitala voulait ajouter quelque chose à la suite de monsieur Alain Sequet. Nous sommes toujours sur la dimension comptable. Oui, financière en général, on va le dire ainsi. Et donc, du coup, nous restons toujours, n'est-ce pas, nous parlons toujours de comptabilité, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qui est aussi un élément à prendre en compte, n'est-ce pas, par l'entrepreneur qui veut mieux gérer son entreprise. Donc, déjà, n'oublions pas que la comptabilité nous aide beaucoup. Ouais, un peu. Prenons le cas peut-être d'une très petite entreprise, n'est-ce pas, qui est créée sous forme d'établissement, c'est-à-dire une entité individuelle. Ouais, à un moment donné, il peut aussi avoir la chance, n'est-ce pas, il peut vouloir solutionner pour avoir peut-être, n'est-ce pas, un bon recours administratif, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les 4-9, n'est-ce pas. On va par exemple lui demander la déclaration sociale et fiscale, ouais, un peu, et du coup, où est-ce qu'il va prendre ça? Parce qu'il faut qu'il ait eu un état, n'est-ce pas, de dépenses, un état de recettes, n'est-ce pas, pour pouvoir ressortir son résultat. Il faut également que, en même temps, que sa déclaration sociale et fiscale aussi fasse voir, n'est-ce pas, son activité, parce que la déclaration sociale et fiscale, c'est un document de synthèse qui regroupe en même temps le bilan, le compte de résultats, n'est-ce pas, et c'est un tableau qu'on appelle note annexe, n'est-ce pas, qui vient en appui au bilan, au compte de résultats à travers des explications plus détaillées sur les montants contenus dans ces bilans et comptes de résultats-là. Vous voyez, donc à un moment donné, ne créez pas une structure et vous asseoir pour attendre quand vous avez une opportunité pour essayer de vous mettre en règle. Soyez toujours en règle sur le plan comptable. Parce qu'on ne connaît pas d'où viendra le bonheur, n'est-ce pas? Quand je dis pas le bonheur, on ne sait pas d'où viendra le gros marché. Parce qu'on peut s'associer aussi à la plus grosse opportunité, comme M. Anson, n'est-ce pas, a repris. Quand nous créons notre structure, nous ne prenons que le risque. Parce que qui refuse de prendre le risque ne pas créer une entreprise. Là, il y a ce qu'on appelle la version au risque. Vous voyez, donc sur le plan comptable, honnêtement, faisons les choses comme ça se doit. Et aussi mesurez toujours votre rentabilité et essayez de la comparer avec la rentabilité n'est-ce pas, de l'exercice antérieur ou bien d'appeler antérieur afin de voir ce qui n'a pas marché et ajuster après. Parce que plus vous avez une comptabilité que vous suivez régulièrement, plus vous anticipez et vous corrigez le résultat de fin d'exercice. Voyez-vous, si vous mettez simplement
à calculer votre résultat à clôture d'exercice en regardant toutes les dépenses, qu'on appelle les charges et tous les produits que vous avez encaissés, n'est-ce pas, et en faire la différence. Vous pouvez avoir un résultat perte ou un résultat moins performant que si vous avez pris la peine de découper vos exercices, peut-être en trimestre ou un peu, afin de mesurer ça trimestriel, de manière trimestrielle. Si vous découpez vos exercices présents en trimestre et qu'à l'issue du premier trimestre, vous avez un résultat de 8 millions, n'est-ce pas, vous dites, ok, observons au cours du second semestre ce qui va se passer. Si le résultat passe de manière globale, c'est-à-dire encore 2 trimestres peut-être à 15 millions, vous pouvez faire la différence et trouver le résultat du second trimestre. Vous verrez bien que peut-être le résultat a baissé, mais quelles sont les causes? Il faut, là, vous allez chercher les causes et ça vous permet, n'est-ce pas, de bien travailler au cours du troisième trimestre. Et en faisant ainsi jusqu'à la fin de l'exercice, n'est-ce pas, c'est-à-dire après le quatrième trimestre, au 31 décembre, vous verrez bien que vous devez anticiper et corriger peut-être une perte ou bien un résultat moins significatif que vous aurez eu si vous n'avez pas, n'est-ce pas, tenu votre comptabilité de manière régulière et de manière... Merci, Monsieur Guitala. Merci infiniment pour ces analyses. Alors, Monsieur Yves-Alain Sequet, nous sommes toujours dans la dimension financière et comptable. Vous avez combien d'ouvrages sur le management financier? Alors, ceux qui lisent cet ouvrage, ou alors dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on peut trouver qui puisse aider un entrepreneur, par exemple, à bien gérer son entreprise sur le plan financier, par exemple? On peut en parler. Oui, on peut en parler, mais c'est qu'on trouve beaucoup de choses dans ce livre. Oui, et la particularité de ce livre, c'est que c'est pas destiné essentiellement à des professionnels. Donc, parce que quand on entend management financier, justement, même l'entrepreneur ou le jeune entrepreneur pense réellement qu'il faut être aguerri en finance pour le lire. Donc, j'ai vraiment fait l'effort de simplifier. Donc, dans ce livre, on peut aisément trouver des principes de gestion de soi, par exemple. Parce que pour prétendre même bien gérer ses finances, il faut savoir se gérer soi-même. Voilà. Je ne te coupe pas. Larissa, notre intervenante, parlait tout à l'heure dans la gestion de soi, de faire la part entre ses dépenses personnelles de chef d'entreprise et les dépenses de l'entreprise, par exemple. Ouais. Parce que parfois, on a tendance à faire l'amalgame et à mélanger. Oui, je pense que c'est un problème. Ça fait partie des 4 challenges que j'ai développés dans le livre, justement, voilà, de gestion des finances personnelles pour chef d'entreprise ou entrepreneur. Effectivement, le premier challenge, il s'agira d'essayer de séparer les finances personnelles des finances d'entreprise. C'est vrai qu'elle n'a pas un peu plus développé, peut-être parce qu'elle n'a pas de sensibilité financière, je n'en sais rien, mais la vérité, c'est que quand vous allez approfondir, vous allez vous rendre compte que la meilleure façon de séparer les finances personnelles des finances de son entreprise, c'est de se fixer un salaire. Ouais. Oh, sauf que chaque fois que je dis comme ça, il y a vraiment des radins projetés, je vais dire comme ça, qui pensent qu'il s'agit de désigner un montant. Donc, dès demain, je touche 300 000. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des astuces précises pour se fixer un salaire pour soi, parce que le chiffre d'affaires varie dans une entreprise de ce type. Ça varie beaucoup, donc parfois ça varie à la baisse et parfois très à la baisse. Donc, si tu t'es fixé un salaire de 300 000 et que ce mois-là, tu n'as même pas pu faire un chiffre d'affaires de 300 000, il sera difficile. Voilà, donc il y a des astuces. Je ne vais pas peut-être approfondir ici. Mais ce que je voulais aussi dire qu'on trouve effectivement dans ce livre, c'est que vous devez comprendre qu'il y a des instruments, des outils ou du moins des méthodes dans le livre qui vont clairement vous dire si vous êtes en train de gagner ou perdre. Et là, je vais encore me référer à ce qu'il expliquait tout à l'heure. Monsieur Guitala. Voilà, mon traitement, par exemple, ce n'est pas parce qu'on apporte une facture de 10 000 que la chose a effectivement coûté 10 000. Le traitement comptable est excellent pour toutes les raisons qu'il a données, mais faites attention, ça fait partie de ce que j'ai appelé la vérité financière. Donc ça veut dire qu'on a besoin de ça pour le banquier, on a besoin de ça pour un regard objectif de l'entreprise, mais ça ne veut pas toujours dire que ça traduit la réalité financière. Et je pense que je vais prendre une histoire concrète pour que les gens se retrouvent effectivement. Je crois que j'avais un client, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tous nos chefs d'entreprise ici, il faut le dire, c'est leur entreprise. Donc en général, ils emploient des comptables et il y a souvent inadéquation dans le travail des deux. Donc je suis tombé dans une intervention que j'avais faite où le comptable, tout de suite qu'il avait enregistré, il faisait des dépôts à la banque, non pas dans un compte moral, donc dans un compte entreprise. Mais la plupart, au moins 70%, c'est dans les comptes physiques, dans le compte particulier du PDG de l'entreprise. Alors, je suis tombé sur un dilemme où, supposons que le week-end, ou ce soit même vous, supposons que le week-end, l'enfant tombe malade.
c'est votre entreprise. Absolument. Au final, c'est l'argent de l'entreprise. Le fameux mélange, c'est vraiment naturel. L'enfant ne peut pas être tombé malade. Tu as l'argent à disposition, tu ne vas pas chercher pour soigner. Donc, ce qui se passe, c'est que il prend l'argent, il soigne l'enfant. Ça peut aussi être comme il décide d'aller en boîte, hein, parce que j'ai vu vraiment tout genre sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Donc tu décides même d'aller en boîte. On a fait un dépôt de 10 millions. Dans l'enregistrement comptable, c'est 10 millions. Dans tous les papiers, c'est 10 millions. Mais le week-end, tu prends 2 millions, tu pars à Jumboum, quelque part, dans un hôtel de la place. Et puis lundi, tu ne signales pas à ton comptable. Que tu as fait arrêter les 2 mois et des mois et des mois passent parce que lui-même, il n'a même pas un regard sur les informations bancaires. Tout le monde sait dans l'entreprise qu'il y a 10 millions. Ce qui fait que l'année se termine. Quand toi-même qui as utilisé 2 millions, tu oublies que tu avais utilisé 2 millions. Après, tu dis qu'il y a manquant. Tu accuses ton comptable qui l'a volé. Donc vraiment, faites attention. Ça ne sert à rien de prendre un comptable si vous n'êtes pas prêt à être au moins à 95% transparent avec lui, dans la gestion des comptes. Voilà, travailler en bonne et due forme. Sinon, toi-même, gère ta comptabilité et la merde de partout. Merci, monsieur Yves Alain Sequet, je rappelle, c'est un expert en management financier, auteur de l'ouvrage du même nom, Management financier. On en parlera peut-être tout à l'heure. Dans exactement 3 minutes, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Le temps va très vite. Le temps pour moi, monsieur Guitala, de prendre une autre brèche dans la problématique de comment bien gérer son entreprise. On a parlé du volet comptabilité, là, du volet finance. Maintenant, il y a aussi une autre dimension qui est importante dans la réussite d'une entreprise, le management des ressources humaines, la gestion des ressources humaines. Alors, monsieur Guitala, comment bien gérer ces ressources humaines pour garantir la pérennité de son entreprise? Ok, monsieur Armstrong, je vous remercie pour la parole. Déjà, il y a un adage qui dit gérer, c'est prévoir. Un peu. Et en matière de ressources humaines, il faut penser à prévoir. Parce que lorsqu'on lance notre structure, peut-être si elle est de très petite taille, on peut prendre 2 ampleurs aujourd'hui. Et demain aussi, si on pense aller loin, c'est-à-dire à pérenniser la structure et la faire grandir, on doit aussi penser qu'on doit aussi recruter. Et c'est maintenant, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est quand nous lançons que nous devons déjà penser à cela. Ou bien 1 an ou 6 mois après, nous devons penser au vu de l'évolution de l'activité pour éviter qu'à un moment donné, nous soyons butés et nous nous mettons à recruter n'importe qui pour placer n'importe où. C'est-à-dire nous nous mettons à recruter les profils inadéquats pour les placer au poste où ils ne pourront pas travailler convenablement. Donc il faut, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois. Déjà voir un peu. Et aussi, il faut aussi faire aussi, parce qu'on doit prévoir l'effectif, on doit aussi prévoir la masse salariale. Du moins voir un peu, en prévoyant et en tenant compte de la réalité au fur et à mesure que l'activité avance, vous pouvez facilement ajuster. Mais comme vous n'avez rien prévu, lorsque vous embauchez à la hâte, vous mettez à distribuer les salaires de manière hasardeuse, là, vous voyez un peu, à un moment donné, l'activité baisse encore, ça chute encore. Baisser le salaire est compliqué, un peu, parce que même si on va à la synthèse, quand vous cotisez un emploi avec les 100 000, quand vous baissez le salaire, il faut justifier. Peut-être qu'il y a un chômage technique, il y a un chômage économique. Il faut montrer l'activité ne fonctionne plus bien. Il faut éviter, n'est-ce pas, de tomber, n'est-ce pas, sur ces erreurs-là qui sont souvent très fatales pour les entrepreneurs. Donc, prévoyez les effectifs. Dites-vous qu'après 1 an, au vu, n'est-ce pas, de notre planification, parce que comme M. Yves disait tantôt, on ne peut pas parler de bien gérer l'entreprise sans parler de planification. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la planification, c'est juste un processus, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de pensée, n'est-ce pas, qui permet de mieux organiser l'activité d'une structure en vue d'atteindre les objectifs escomptés ou fixés. Ouais, donc du coup, en matière de ressources humaines, il faut penser à prévoir. On prévoit l'effectif, on prévoit aussi les salaires. Même on sait que les prisons sont toujours ajustables, c'est ça qu'il n'y a pas des écarts, n'est-ce pas? Et aussi, en même temps, il faut également penser au plan de carrière. Il ne faudrait pas que l'employé qui a été à la création et qui travaille bien, 5 ans ou 4 ans après, que les autres personnes, il est toujours le même traitement. Il va chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs. Et pour remplacer des personnes, dans le monde de l'entreprise, on dit tout le monde est remplaçable, c'est vrai, mais c'est faux. Tout le monde est remplaçable, mais le temps pour trouver la personne qu'il faut pour remplacer, vous voyez, les bêtes, elles sont énormes. Donc ne nous frottons pas à ce jeu, c'est un mauvais jeu. Qu'un employé nous quitte de manière naturelle, c'est-à-dire soit par décès, ou bien peut-être dans tous les cas de manière naturelle. Il ne faut pas que nous poussons l'emploi à aller chercher mieux ailleurs. Parce que quand tout le monde travaille, il recherche le bien-être. Donc évitons, n'est-ce pas,
de mal gérer le personnel parce que ça peut causer autre chose. C'est qu'il y a des entreprises qui sont toujours à la quai, en train de guetter. On peut dénicher qui, enlever qui de telle boîte pour mettre chez nous afin qu'ils travaillent pour que nous profitons. Il y a cet aspect-là, il faut faire très attention avec ça. Et penser aussi à donner des contrats aux employés. Donner un contrat ne veut pas tout dire que le salaire est énorme. C'est juste pour lui une garantie aussi, même de retrouver un emploi ailleurs. Il peut arriver même qui veut aller en Europe, là, de la famille en Europe, qui veut l'héberger pour ses congés, Et du coup, on dit pour voyager, vous travaillez où il n'y a pas de contrat, peut-être pour mettre dedans, pour faciliter la procédure d'obtention de visa. Vous voyez un peu, donc il faut les aider dans ce sens. Aussi, il peut avoir des enfants, quand vous mettez à 5 PS, il y a des petites pensions, c'est 5800 là par trimestre, c'est pas rien. Imaginez si c'est 3 enfants de moins de 6 ans, ça fait peut-être 15, ça peut payer un salaire de 25 kilos, ça peut nous pendant 3 mois. Ils ont aussi des avantages à être affiliés à la 5 PS, ou un peu. Quand vous voulez aller loin en matière d'entreprise, ne pensez pas seulement à vous. Pensez aussi à votre personnel. Monsieur Yves-Alain Sequet, en 1 minute, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous gérez votre personnel, qui est un élément fondamental pour la vitalité de l'entreprise? Déjà, moi, je considère la gestion des ressources humaines comme un investissement et j'aimerais aussi que les téléspectateurs le perçoivent comme ça. C'est vraiment pas j'ai besoin d'un comptable, j'ai besoin d'une assistante et puis tout de suite tu fais le recrutement. Non, c'est un investissement. Qu'est-ce que la personne va m'apporter comme plus-value? Qu'est-ce que sa plus-value comment ça va influencer pour que j'ai plus de rentabilité. Donc vraiment, c'est pas un hasard. À partir de là, on va comprendre que même le budget recrutement doit être dégager des marges bénéficiaires, dégager de l'activité de l'entreprise. Mais si tout de suite, tu n'as même pas réfléchi, si tu gagnes et tout de suite, tu prends l'argent, tu recrutes, ça va te rattraper parce que, comme il a dit tout à l'heure, si tu recrutes même quelqu'un qui n'est pas apte ou qui ne fait pas comme il faut, le temps de retrouver un autre, c'est encore des frais de recherche, des frais de recrutement. Et du temps perdu. Voilà, et du temps perdu. Et comme on a communément de dire le temps c'est l'argent. De l'argent. Donc moi, à mon niveau, c'est ça. Chaque fois que elles entrent à l'essai, parce que moi, j'ai principalement besoin d'assistantes. Donc en général, ce sont mes bras droits, parce que je suis constamment en consultation, en déplacement, en séminaire, voilà. Donc du coup, je me retrouve parfois avec 2 assistantes. Donc je leur ai dit ça d'emblée que vous êtes un investissement. Donc vraiment, montrez-moi que j'ai bien investi et tout le monde sera content. Donc ça sera du gagnant-gagnant. Et il a dit tout à l'heure, même au niveau de la CNPS, il y a des possibilités que le particulier puisse s'affilier. Donc même le chef d'entreprise qui ne peut pas être dans une procédure en tant qu'entité morale d'affilié, il peut dérouter ça dans l'entité physique et il décide de cotiser sous forme particulière à ses employés. L'essentiel, c'est que cette CNPS soit cotisée. Donc, moi, c'est ce que je peux... Merci, monsieur Yves-Alain Sequet. À l'instant, nous prenons l'avant-dernière articulation de notre émission. C'est le moment de répondre aux nombreuses questions qui nous sont parvenues dans notre messagerie. Je rappelle que vous pouvez encore nous envoyer vos messages à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Le sujet sur lequel nous débattons depuis déjà pratiquement 1 heure, comment bien gérer son entreprise. Et nous avons le privilège d'avoir sur le plateau M. Guitala, notre consultant permanent, et bien sûr M. Yves-Alain Sequet, expert en management financier. Alors, à la maison, vous avez été tellement nombreux à réagir et je vais lire vos questions. Et bien sûr, nos panélistes vont essayer d'apporter des réponses. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission. Je vous félicite. S'il vous plaît, peut-on employer quelqu'un à l'ouverture d'une entreprise? Je lis net comme ça, c'est inscrit. Monsieur Guitala, peut-on employer quelqu'un à l'ouverture d'une entreprise? Déjà, ça dépend de la taille de votre entreprise, vous voyez. Parce qu'il y a des petites entreprises qui sont carrément des boutiques où vous pouvez, n'est-ce pas, essayer de gérer vous-même. Mais si vous êtes aussi occupé, parce qu'il y a d'autres qui créent des structures, ils travaillent aussi ailleurs. Là, vous êtes obligé d'embaucher quelqu'un. Et en même temps aussi, même si vous voulez gérer et vous voulez assister par quelques employés, pourquoi ne pas, comme au départ c'est difficile, c'est pas facile, n'est-ce pas, de payer quelqu'un un salaire, n'est-ce pas, important. Qu'est-ce que vous faites simplement? Vous pouvez prendre des personnes en contrat d'essai. Vous savez que le code du travail prévoit même qu'on peut renouveler ça. Je crois 3 mois, peut-être aussi 3 mois. Ça fait 6 mois. Le temps de voir comment ça avance pour titulariser cet employé-là et donner un contrat. Pour Ray de Bitin, je pense que ça a l'air d'être une proposition, alors une contribution à notre débat. Pour bien gérer, d'abord avoir un personnel accueillant
et propre que vous formez vous-même pour qu'il vous soit fidèle, car la clientèle se fidélise aussi au personnel. Ensuite, payer ses impôts. Relancer des publicités après 3 mois en innovant sur les services en fonction de la concurrence. Fixer des règles disciplinaires dans l'entreprise sous peine de réduction salariale. Ne pas négliger l'hygiène. Enfin, mentionner les entrées, sorties d'argent et les charges que supporte l'entreprise pour voir clair si on avance ou pas. Faire des épargnes pour les imprévus et ne pas oublier de faire des réductions aux anciens et augmentations au personnel ancien et payer les heures supplémentaires. Ne pas oublier d'utiliser la loi d'attraction pour l'entrepreneur et nettoyer spirituellement son cadre après 3 mois. Monsieur Yves-Alain Sequet, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous partagez cette contribution de Monsieur Corée depuis Bitin? Ce qui m'intéresse, il a commencé par dire avoir un personnel accueillant et propre. Oui, moi, c'est une belle contribution. Ouais. Bon, c'est vrai que je l'ai un peu perdu sur la loi d'attraction. Mais c'est une très belle contribution. Vous savez, moi, mes assistantes sont mes vitrines. Donc, ça veut dire que quand elles sont là, on me voit à peine. Donc, du coup, en termes de vestimentaire, en termes de tenue, ouais, elles doivent représenter le cabinet. Et je pense que chaque entreprise, surtout les cabinets, ont une identité. C'est très important. Donc, ça veut dire que ce soit même en termes de code couleur, c'est des petites choses qui comptent. Et même, en fait, tu ne vas pas être mon assistante et aller chez mon client en babouche. Et la dimension spirituelle, là, il faut faire... il a dit quoi? Il y a une dimension spirituelle dans sa préoccupation. Est-ce que vous le faites? Il dit ne pas utiliser la loi d'attraction pour l'entrepreneur et nettoyer spirituellement son cadre. Ce guitare-là ça peut évoquer beaucoup de choses. Oui, peut-être faire venir un pasteur de temps en temps. Non, c'est au-delà de ça. Je pense que l'entrepreneur a besoin d'ondes positives. Je pense que c'était plus dans ce cadre-là qu'il était. Oui. Et je peux vous assurer que si même votre compagne vous dérange à la maison, vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat. Ah oui. Allez vite au salariat. Donc, il faudrait un environnement propice, vraiment positif. Positif. Pour vous donner chargé d'ondes positives. Voilà, je pense. De ce guitare-là, vous voulez en 30 secondes? Déjà pour le volet, donc vous avez évoqué les impôts, bon, le temps nous tient, sur le plateau, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, d'évoquer tout. Ce que veut s'ajouter, c'est que le but n'est pas de payer ces impôts, il faut, n'est-ce pas, mettre sur pied un échéancier, parce qu'il y a différents types d'impôts qui se paient à différentes échéances différentes. Selon le code général des impôts du Cameroun, un peu, il faut juste essayer de faire, n'est-ce pas, un échéancier, n'est-ce pas, des impôts à payer selon le type d'entreprise et selon l'activité que l'entrepreneur exerce. Et aussi, monsieur Anson, pour sortir, si vous me permettez, oui, aussi pour ce qui est de la propriété, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des métiers pour lesquels l'entrepreneur peut être propre. Prenons le cas d'un garagiste. À un moment donné, il a oublié d'entrer en bas du véhicule pour satisfaire ses clients, et beaucoup de clients aiment ça. Ouais. Voilà. Donc, tout est fonction aussi de la nature de l'activité. Bonsoir le plateau, c'est monsieur Abega Jean-Guy. J'aimerais dire que la bonne gérance d'une entreprise commence tout d'abord par un bon planning personnel et administratif de deux, l'état d'esprit de chaque personnel, parce qu'ici, chaque personne doit mettre du positif dans le travail. Un travail bien fait est un travail aimé. Et de 3, il faut être rigoureux dans les demandes et sur les objectifs en tant qu'administrateur. Je pense que c'est des éléments sur lesquels nous sommes déjà revenus. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, déjà, n'est-ce pas, il faut ajouter à la contribution de nos téléspectateurs, n'est-ce pas, pour résumer, nous allons tout simplement dire qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle aussi la direction participative par objectif, c'est-à-dire qu'il faut aussi laisser les employés s'exprimer. Donc, si vous êtes manager et vous montrez que c'est votre structure, c'est vous qui avez créé, c'est vous qui avez les capitaux, c'est vous qui avez le DMO, franchement, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il faut aussi qu'on laisse les employés s'exprimer. Parce que si vous avez pris X, Y employés et les a placés à X, Y endroit, c'est parce que vous avez vu qu'ils peuvent faire un travail que peut-être vous ne pouvez pas faire, mais que vous pouvez faire, mais que vous ne pouvez pas le faire seul, sinon vous ne serez pas efficace. Bonsoir à vous et merci pour cette très belle émission. Je me nomme Monsieur Chopmo Vital et j'aimerais savoir comment faire pour recruter au démarrage d'une entreprise et comment gérer les salaires. Comment vous procédez, Monsieur Sequet? Je ne sais pas, c'est du domaine quand même technique, mais moi quand je lance une procédure de recrutement, il y a d'abord l'offre. Oui. Ça peut être un visuel qu'on partage dans les différentes plateformes. Ensuite, il y a c'est peut-être parce que j'ai une expérience en consultant junior en RH quand j'étais plus jeune. Ensuite, il y a la partie collecte et sélection des CV, ou ce qu'on appelle communément un tri
sélection et tri des CV. Donc, tous ceux qui t'ont envoyé par email, tu essayes de collecter. Moi, je suis un peu à l'ancienne, donc j'imprime tout ça, même si ça fait 500. Ouais. Et puis, je sélectionne en fonction du profil que je recherche. Et je sors de là les 10 ou les 15 meilleurs que je vais appeler en entretien pour pouvoir finalement garder... Garder ce qui correspond. Vraiment, c'est beaucoup plus approfondi, mais j'ai vraiment survolé pour... Absolument. Oui, monsieur Guitala, en 30 secondes encore. Oui. Voilà. Donc déjà, au démarrage d'une structure, n'est-ce pas, ça dépendra, n'est-ce pas, de l'activité. Est-ce que l'activité est intense? Est-ce qu'elle aura besoin, n'est-ce pas, de beaucoup de personnel? Si c'est le cas, pour minimiser, vu que vous démarrez, il n'y a pas assez de ressources, vous êtes en train d'investir, vous n'êtes même pas sûr que d'ici 6 mois, vous pouvez avoir les ressources nécessaires pour continuer de payer les salaires. Vous pouvez dénicher, faire ce qu'on appelle la cooptation, vous pouvez arracher un emploi quelque part qui est efficace, un ou deux, peut-être si vous voulez recruter 5 employés. Et les 3 autres, vous pouvez recruter 2 autres moins expérimentés, mais qui peuvent aussi aider sur, n'est-ce pas, la direction des 2 premiers qui sont expérimentés et ajouter peut-être un stagiaire. Voilà, la dimension stage, comme vous dites souvent. Voilà, MJ Couture nous dit, pour bien gérer son entreprise, il faut être pragmatique et éviter de draguer les employés. Monsieur, c'est que vous draguez vos employés? Sincèrement, depuis le début de l'émission, je ressemble à quelqu'un qui drague les employés. Je ne sais pas répondre aux téléspectateurs. Non, en fait, c'est une façon de dire que ceux qui me connaissent ont même peur. Donc, ça veut dire que je ne suis pas vraiment la même personne en cabinet parce que j'ai coutume de dire que, je crois qu'on l'a parlé de ça en début d'émission, le Cameroun n'est pas un pays facile. Donc moi, principalement, je n'ai pas de matricule, je n'ai pas de CDD. Vous êtes votre propre patron. Voilà, j'ai mon cabinet et c'est mon gars un peu un quotidien. J'ai pas le temps de draguer. De draguer les employés. Vraiment, si vraiment la drague consiste à me rapporter l'argent, là-bas c'est autre chose. Mais tant que ça ne me rapporte pas de l'argent, ça me perd du temps. Monsieur Guitala, y a-t-il une possibilité que la drague soit un atout pour bien rentabiliser son entreprise? Bon, Monsieur déjà, Guitala, vous savez bien que dans les rouages du management, d'abord, les entreprises n'admettent même pas qu'un homme et même son épouse, à moins que c'est une entreprise familiale, puissent travailler dans les mêmes structures. Un peu parce que ça déstabilise. Imaginez-vous un peu qu'en allant déposer un dossier auprès du directeur Y, vous tamponnez votre copine, votre petite amie, c'est pas votre épouse, en train de causer avec monsieur Z, avec un bras comme ceci, un peu. Du coup, vous êtes dans tous les sens, peut-être c'est même pas ça, je suis une sympathie, et du coup ça vous déstabilise. Elle-même aussi, quand elle va rentrer à son bureau, ça va déstabiliser, le boulot est fini, l'entreprise va perdre. Donc du coup, c'est pas comme je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Non, pas du tout. En 30 secondes, il y a tellement de questions, c'est énorme les questions. En fait, il faut des cas pratiques parfois. Et c'est important. Quand on traite des anecdotes même. Les finances, 1 heure c'est insuffisant. Vraiment, je sais qu'une heure c'est insuffisant. J'ai fait une intervention récemment où effectivement le business du mari, c'est la femme qui gérait tout ce qui était fonction achat et tout, et c'était catastrophique parce qu'elle mélangeait même les problèmes de couple. Le mari a refusé de donner 20 000 là-bas, elle se sait maintenant dans la caisse. Tout comme on peut trouver effectivement aussi des couples qui arrivent à équilibrer bien gérer, bien sûr. l'entreprise. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Salut à vous, moi c'est Michel depuis Hawaii Village. J'ai un projet que je gère mais qui est encore au début et je souhaiterais qu'au bout du temps ça devienne une entreprise. C'est dans le domaine de l'agriculture. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour une bonne réussite? Et est-ce que vous pouvez nous aider pour avoir les bons acheteurs? Nous sommes dans l'ananas car la première récolte est presque dehors. Besoin des partenaires qui s'y collent. Oui, monsieur Guitala, toujours en 30 secondes. Déjà, il y a aussi, quand nous parlons de la gestion, n'est-ce pas, on n'a pas plutôt développé, il y a ce qu'on appelle la gestion commerciale. Il faut déjà commencer à planifier vos ventes, n'est-ce pas, et votre marketing. Vous voyez un peu, il faut déjà chercher les zones qui sont propices pour commercialiser votre produit. Il faut fixer le prix et vous rassurer que dans la zone où vous commercialisez, ce prix-là est accepté par, n'est-ce pas, la plupart, n'est-ce pas, des populations. C'est-à-dire, il faut utiliser ce qu'on appelle en management le prix psychologique. Il faut également communiquer, faire la publicité et vos pages Facebook, n'est-ce pas, je crois, Instagram, je ne sais pas. Vous voyez qu'au XXe siècle déjà, c'est facile de s'en sortir. Là, à travers votre page Facebook, vous pouvez aussi toucher beaucoup d'autres clients. Et en même temps aussi, comme j'ai aussi dit, il faut penser aussi à la promotion. C'est-à-dire, comme vous êtes au début, essayez aussi de partir proposer vos produits un peu moins chers, n'est-ce pas, peut-être auprès de ceux qui font des jus de fruits, un peu de partout. Donc, il faut rechercher les partenaires dans ce sens-là, n'est-ce pas, pour être sûr de vous facilement écouler votre produit. Il nous reste exactement 5 minutes. Je ne sais pas, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas principalement. Voilà. Alors, on va prendre 2 dernières questions et après, à la régie, on va revenir sur monsieur Yves-Alain Sequet pour qu'il nous parle en
en 2 minutes de sa formation de juin. Je me nomme M. Atsama Fouda. Bonsoir le plateau. J'aimerais ajouter à tout ce que vous avez dit, cher directeur d'entreprise, je crois que l'on s'adresse à vous deux parce que vous êtes chef d'entreprise. Apprenez à nous inviter à manger dans vos cérémonies. Nous les employés, nous faisons aussi partie de vos familles. Comment oui, vous... En fait, oui, monsieur Guitala. C'est monsieur Atsama. Atsama, oui. Monsieur Atsama, si vous avez bien suivi mon propos pour ce qui était des ressources humaines, j'ai pris la peine de faire cela. J'ai dit que l'entrepreneur doit aussi mettre, n'est-ce pas, ses employés à l'aise. Il faut que les employés se sentent chez eux. Parce que l'entreprise est le lieu où nous quittons notre domicile ou notre résidence le matin pour aller passer toute notre journée et rentrer dans la nuit. Un peu. Donc, il faut en même temps un entrepreneur, n'est-ce pas, avisé, c'est que quand il y a une cérémonie qui concerne le travail, il doit faire l'effort de nous. Même si c'est un poulet, même si c'est une cuisse de poulet, on ne s'implique pas dedans sur le don pour que l'employeur sente quand même que la maison, notre maison aussi, a aussi participé à la fête. Quelque chose? Non, en fait, tu tombais sur tellement de cas, il faut rester concentré. Absolument. La cuisse de poulet, la bière, ne veut pas forcément dire que tu es bien traité. Bon, vraiment, monsieur, restez concentré. On va concentrer-vous sur le salaire. Sur le salaire. Voilà. Bonsoir à vous et merci encore pour votre émission. Je remercie monsieur Tala pour tous ces enseignements. Je voudrais savoir si les relations familiales peuvent aboutir à bien gérer son entreprise. Je pense que monsieur Seka a répondu, a parlé de ça tout à l'heure. Oui, il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Il y a des dispositions à prendre et moi je traite ça en cabinet. On peut pas. Alors monsieur Seka, je vais demander à la régie de nous mettre la vidéo de la formation du 11 juin et on va la commenter en 1 minute. Alors Alex, s'il te plaît, la technique, si tu peux nous mettre cette vidéo qui annonce une grande session, un grand séminaire de formation, voilà, qui va permettre à beaucoup de jeunes entrepreneurs de pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, avec la complicité de la régie, est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Bonjour, Jean-Christophe Boyanchan, consultant en stratégie commerciale et marketing. Avec mon collègue Yves Alain Seki, consultant en management financier, nous organisons du 21 au 23 juin 2022 à Douala, Immeuble Ketch à Daïdo, le séminaire Créer, développer et pérenniser son entreprise. Vous êtes avocat, vous êtes start-up, vous êtes dirigeant de PME, vous êtes cadre en cours de conversion professionnelle, ceci vous concerne. Ce séminaire est calibré pour vous. Vous n'arrivez pas à comprendre la différence entre la logique financière et la réalité financière. Vous n'arrivez plus à détecter de nouvelles opportunités sur votre marché de plus en plus concurrentiel. Inscrivez-vous à ce séminaire. Nous allons vous donner les clés pour réussir dans cette très belle aventure. Je répète, c'est du 21 au 23 juin à Douala. Monsieur Yves Alain Seker, à l'instant là, c'est l'un de vos partenaires. Oui, alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette formation qui s'annonce très intéressante? Il s'agit de quoi concrètement? Alors déjà, celui que vous avez vu à l'écran, c'est un de mes collaborateurs qui lui tient un cabinet à Toulouse. À Toulouse, en France. Voilà. Oui. Donc lui qui est monsieur Jean-Christophe Boyanc, qui est expert et formateur en marketing et commerce. Oui. Donc sur cette formation principalement, je travaille toujours avec lui. Pourquoi? Parce que lui donne justement tous ces outils, je crois que monsieur en parlait, de tout ce qui est commercial, marketing, et il fait un peu de vous le business developer qu'il faut, parce que ça sert à rien de mettre des outils de management en place si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais même pas te vendre, et si tu ne sais pas vendre. Alors ça se passe où, quand, comment concrètement? Alors, celui qui nous regarde en regardant la caméra. Donc déjà il faut savoir que ça c'est la session de Douala, la session de Yaoundé est déjà passée malheureusement. Oui. Donc la session de Douala, ça sera du 21 au 23 juin. 21 au 23 juin. C'est 3 jours. 3 jours de formation. Voilà, à Douala. Oui. À Douala principalement, il y a une salle de formation à Daïdo. Donc, le séminaire porte concrètement sur quoi? Quelles sont les thématiques? Je crois que le thème dit tout, hein, créer, développer et pérenniser son entreprise. Toute la partie créer et développer, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est commerce et marketing. Et la partie gestion, c'est moi qui m'en charge. Voilà. Avec tous les outils, les méthodes, les structurations de management et management. Et ceux qui sont intéressés pour cette formation, mais aussi au-delà de la formation, ceux qui voudraient rencontrer M. Seker pour sortir, comment est-ce qu'on fait pour vous rencontrer, pour bénéficier de vos services? Alors, le numéro. Ça dépend de vous, il y a une adresse, un numéro de téléphone, oui, un numéro de téléphone, 6 97 47 94 17. On va aller plus doucement. Le 6 97
47 94 17 Oui. ou toutes les pages de réseaux sociaux, Voilà. vous tapez conseil finance personnelle. Oui. Je crois que vous allez tomber sur ma page, Il va que ce soit Leadlink, que ce soit la page officielle Facebook. Conseil finance personnelle. Vous allez tomber sur mes pages. Merci monsieur Alain Seké d'avoir accepté notre invitation. Je pense que je suis même déçu, comme je disais tout à l'heure. Oui. J'aurais aimé que ça dure. Ça sera encore plus long, mais malheureusement nous n'avons que 90 minutes, c'est allé très vite. Alors peut-être au besoin on pourrait se reprogrammer une autre émission pour que vous veniez encore en parler. Vous avez passé quand même un bon moment avec nous? Oui, un très bon moment. Voilà. Et un dernier mot à l'attention des téléspectateurs. Améliorer vos rapports à l'argent et puis bon, vous avez déjà pris connaissance en ma personne. N'hésitez pas, moi je suis tout à fait disponible. Sur Facebook c'est Conseil finance personnelle. Conseil finance personnelle sur Facebook ou alors Yves Benetton Seké. Voilà. Merci et à nous revoir très bientôt. Merci à vous. Monsieur Guitala, pour la fin, le mot de fin, une fois de plus, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je pense que les téléspectateurs à la maison, à travers leurs réactions, ça prouve que c'était assez intéressant. Alors, un dernier mot pour la fin, monsieur Tala. Merci. Donc, nous retenons aujourd'hui que pour mieux gérer notre entreprise, déjà, sur le plan comptable, nous devons, n'est-ce pas, faire un suivi, n'est-ce pas, de nos chiffres en termes de recettes et dépenses et dégager au fur et à mesure nos différents résultats afin qu'en fin d'année, nous ne puissions pas faire face à une situation où nous ne pourrons plus rien ajuster. Aussi, sur le plan fiscal, nous devons établir un échéancier de paiement de nos impôts en fonction des différents impôts qui nous sont imposés, n'est-ce pas, par les impôts après notre activité. Sur le plan n'est-ce pas, de la gestion commerciale, nous devons, n'est-ce pas, planifier nos ventes et aussi mettre sur pied des actions marketing adéquates. Et aussi, sur le plan de gestion des risques que je n'ai pas évoqué, nous devons toujours essayer de faire ce qu'on appelle la veille des risques, c'est-à-dire on doit toujours chercher les événements qui peuvent surgir et avoir, n'est-ce pas, des conséquences néfastes sur notre activité. En même temps aussi, sur le plan de la gestion du personnel, c'est-à-dire on doit toujours prévoir les effectifs à recruter et aussi la masse salariale à payer, n'est-ce pas, pour ces employés-là, pour qu'à un moment donné, s'il y a des soucis, nous puissions ajuster. Il y a aussi sur le plan aussi de la gestion prévisionnelle, on doit toujours établir nos budgets, c'est-à-dire en termes de recettes et de dépenses, afin que nous puissions à tout moment décaisser les sommes, n'est-ce pas, en tenant compte du plan que nous avons défini. Et en même temps aussi sur le plan de la trésorerie, nous devons élaborer le plan de trésorerie mensuel qui ressort les recettes et les dépenses du mois afin que nous connaissions le solde de notre trésorerie mois par mois pour que s'il y a un souci, nous puissions procéder à l'équilibrage de cette trésorerie, soit en empruntant des fonds à la banque, soit en recherchant autre financement. Donc pour sortir, nous vous conseillons, n'est-ce pas, d'implémenter ce que nous avons dit ici aujourd'hui pour voir, n'est-ce pas, ou alors de nous contacter pour vous mettre en contact direct avec vous. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, hein, mes sincères excuses à la réalisation pour la légère digression sur le temps. C'était une nouvelle sortie. Monsieur Fami, je ne vous ai pas oublié, je vous donnerai le contact en off. Alors, mesdames et messieurs, vous avez raté le direct, c'est pas un souci. Rendez-vous samedi à 16h30 pour la rediffusion. Vous pouvez également nous retrouver sur nos plateformes internet, YouTube, Larissa Boaekao, Amson Lombardie pour regarder l'émission en replay. Quant à nous, quant à vous à la maison, je vous invite, mesdames et messieurs, à nous retrouver jeudi prochain lorsqu'il sera 17h00 avec peut-être un autre invité et une autre problématique. Comme je le dis tous les jeudis, restez, gardez le sourire. Merci.